Bienvenue sur JDR Factory pour une émission particulière ce soir. Un retour aux sources, j'ai envie de dire, sur la chaîne. Puisque la première vidéo de JDR Factory, c'était un actual play d'Horrifique. Et aujourd'hui, et pour un événement qui va bientôt arriver, là, de bientôt, on va en parler, un crowdfunding pour justement, enfin, la version finale de Horrifique. On a décidé qu'il était temps d'interviewer et de poser des questions un peu plus pointues sur le sujet, avec Fred, qui est là, donc auteur du jeu, et son éditeur Acritarch, qui sont venus donc répondre à nos petites questions. Axel, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'on n'enverrait pas le générique avant? Tout à fait. Générique. Inspiré par les nouvelles de Howard Phillips Lovecraft, Horrifique vous plonge directement au cœur d'inquiétants mystères. Pour jouer, aucune préparation n'est nécessaire. Vous n'avez qu'à sortir le matériel de la boîte et poser l'horloge de l'horreur au centre de la table. Cette horloge donne le ton et l'intensité du récit. Grâce à elle, vous vivez à coup sûr une histoire qui va crescendo vers son inéluctable conclusion. Les actions et les cartes étrangetés, ciselées pour instiller l'horreur et approfondir le mystère, vous donnent tous les outils nécessaires pour créer ensemble de terrifiants récits. Les mécaniques simples et accessibles sont au service de l'histoire et soutiennent les propositions des joueurs et des joueuses. Plongez au cœur de l'angoisse. Cultivez l'espoir de vous en sortir, mais embrassez la délivrance offerte par la folie ou la mort. Chaque partie d'Horrifique est unique, grâce à l'alchimie entre mystère et cadre, et entre les caractères et occupations qui définissent les personnages. Quel sombre secret se cache derrière ce cas inquiétant? Et quel lien y a-t-il avec les difformités qui affligent les habitants de ce village isolé? Quel pouvoir maudit recèle cette abominable chose? Et pourquoi semble-t-elle réveiller la monstruosité tapie au cœur de cette région reculée? Avec Horrifique, revisitez l'horreur originelle selon Lovecraft. Moi, je suis super content de vous retrouver, Matt, t'as raison, ça faisait quasiment 2 ans, mine de rien. Ça fait beaucoup quand on y pense, mais je suis super content que vous veniez nous parler d'Horrifique un peu plus en détail. Est-ce que Fred, tu pourrais nous présenter rapidement Horrifique, nous dire de quoi il s'agit, quel est ce jeu, quelle est la démarche, tout ça, tout ça. Oui, le jeu, donc c'est un jeu, ça fait déjà 2 ans qu'on était passé chez vous. Ouais. Ok, donc je pense que ça doit faire au moins 21 4 mois. ans, je crois que ça doit faire à peu près 4 ans que j'ai commencé à bosser dessus. D'accord. C'est un jeu d'horreur Lovecraftienne motorisé par l'Apocalypse. Voilà, on aura l'occasion de rentrer, j'imagine, dans les détails, mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est par contre pas du tout de jouer dans le mythe de Cthulhu, mais plutôt de revenir sur les nouvelles horrifiques de Lovecraft et vraiment sur l'aspect nouvelle. Donc, c'est un jeu qui se veut très condensé et jouable à chaque fois en une session, quoi. Tu nous parles de Cthulhu, tu nous parles de Lovecraft. Forcément, quand tu nous parles de ces deux choses en même temps, il y a quand même déjà pas mal de jeux. Il y a l'appel, il y a il y a toute la gamme Cthulhu. En quoi le jeu il va venir se différencier des autres? Tu nous as parlé de la mécanique, est-ce qu'il y a autre chose? Euh, bah, ouais, c'est-à-dire pour moi la mécanique elle est centrale puisque comme c'est un jeu PBTA, moi j'ai pas, il n'y a pas de bestiaire, il n'y a pas tout ça dans le livret. Parce que je pense de mon point de vue que mettre des caractéristiques, mettre des noms, enfin, le principe même d'un bestiaire sur l'univers de Lovecraft, je trouve pour moi que ça tue l'horreur en fait. Donc ça produit d'autres choses, hein, et je suis pas du tout contre tout cet aspect de la pop culture, quoi. Mais moi, depuis que je joue aux jeux de rôle, j'adore les jeux d'horreur, et j'ai toujours été un peu frustré par ce que faisait l'appel de Cthulhu, qui à mon sens était plus orienté enquête, horrifique, mais enquête. Donc la Euh, première différence déjà, c'est qu'il y a pas le mythe de Cthulhu. C'est pas basé sur les nouvelles du mythe de Cthulhu, c'est basé sur le reste de la production horrifique de Lovecraft.
Il n'y a pas de mythe, mais on peut quand même, si on veut, jouer avec le mythe, c'est pas interdit. Non, c'est pas du tout interdit. C'est pas du tout interdit, mais par contre, je vais dire moi, j'ai voulu créer un jeu aussi où les gens qui ne connaissent pas du tout le mythe, l'univers de Lovecraft, etc., puissent prendre le jeu, sortir le matériel et jouer tout de suite, euh, et quand même respecter le canon. Et donc on a travaillé, c'est pour ça que je reviens sur la mécanique, parce qu'en fait toute la mécanique de jeu, toutes les actions, la formulation des actions, les cartes qui sont utilisées, parce qu'on y reviendra, mais il y a plein de cartes, il y a des cartes mystères, il y a des cartes cadres, il y a des cartes étrangeté, il y a toute une série de trucs, où moi j'ai compilé avec l'aide de Bastien là-dedans euh, les tropes qu'utilisait Lovecraft. Et donc, l'idée, c'est bien que ça reproduise notamment la progression des nouvelles de Lovecraft, qui est très spécifique par rapport à l'horreur contemporaine, quoi. Elle est vraiment différente, elle suit pas la même progression, pas la même évolution. Tout ça est contenu dans les mécaniques. Et donc, les joueurs et les joueuses se retrouvent normalement à quand même créer des histoires dans le canon de Lovecraft, même si ils ou elles n'y connaissent rien. Euh, donc, c'est vraiment plus revenir ouais, j'ai envie de dire aux fondamentaux, quoi, et pas à l'imagerie qui, petit à petit vide quand même, je trouve, l'œuvre de Lovecraft, quoi. Donc Parce qu'en fait, l'imagerie du mythe de Cthulhu aujourd'hui, elle est tellement pervasive dans la culture pop que si tu introduis un profond dans une partie de jeu de rôle que tu essayes qui se veut d'horreur, eh bien tu perds le sentiment d'horreur parce qu'aujourd'hui, 90% des joueurs de jeux de rôle, ils ont déjà croisé un profond un jour ou l'autre dans une de leurs parties de jeux de rôle. Donc l'horreur qui est censée naître de l'inconnu ou de quelque chose qui est dérangeant, aujourd'hui c'est plus dérangeant un profond. Et donc c'est ça l'intérêt dans Horrifique, c'est justement on évacue quelque part tout ça, on ne l'interdit pas, on l'a juste évacué de manière à ce que l'horreur puisse reprendre sa vraie place, celle qui naît de l'inconnu, celle qui naît des choses qui sont déraisonnables, dans le sens qu'elles vont contre la raison, et qu'elles créent ce sentiment de malaise duquel peut naître l'horreur. Donc Et c'est alors, c'est pour peut-être revenir sur ce qui différencie des autres jeux aussi. Donc il y en a plein, hein, je veux dire, et je vais plonger le nez dans tous. J'y ai jamais trouvé tout à fait mon compte, ce qui fait que voilà, j'ai fini par bricoler mon machin et petit à petit, bah, c'est devenu un vrai jeu. Euh, Moi, je pense vraiment que la question du fait que ce soit une plongée dans l'horreur et pas un jeu d'enquête, je pense que ça joue pour beaucoup. Parce que bah, l'appel de Cthulhu, c'est un jeu donc d'enquête horrifique, mais d'enquête quand même. Cthulhu Gumshoe, bah, c'est encore plus un jeu d'enquête, même si ces jeux sont très bien, hein, mais pour moi, ils ne font pas ce que moi je cherche dans un jeu d'horreur, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Aussi, tous ces jeux, eh ben, il faut bosser des scénarios. En fait, il faut avoir des scénarios, il faut les avoir potassés, il faut les connaître, il faut tout ça. Et moi, j'ai plus le temps de faire tout ça, en fait. J'ai plus le temps. Du coup, j'ai passé 4 ans à créer un jeu, donc finalement, j'ai trouvé mon temps ailleurs. Mais sauf que là, quand j'ai des potes qui viennent à la maison, on n'a rien de prêt, on a envie de jouer, je sors la boîte et puis on joue. Voilà. Et puis la soirée est terminée, on remet tout dans la boîte, on a fait une partie du début à la fin avec un prologue, une intro, une partie qui se déroule, une conclusion, un épilogue, et voilà. Euh, et ça, c'était vraiment quelque chose que moi je voulais faire, quoi. Un plug and play, quoi. Un truc qu'on sort, on joue, on a fait vraiment un jeu de rôle et pas un jeu, euh, je veux dire, qui transmette vraiment une expérience de jeu de rôle, je veux dire, entre guillemets, traditionnelle avec, on peut jouer avec un MJ, des joueurs, etc. Je mets ça un peu en, en comparaison des jeux type Force the Drama, par exemple, qui sont des jeux qui sont super faciles à sortir, etc., qui sont des jeux de rôle, mais qui, moi, ne me procurent pas ce que moi j'attends quand je me mets autour d'une table avec des potes et on dit on va se faire un jeu de rôle, je pense pas à un Force the Drama, quoi. Voilà. donc c'est un jeu d'horreur avant tout inspiré par les écrits de Lovecraft. Est-ce que tu as d'autres inspirations dans ce jeu ou c'est vraiment quand même les tropes de Lovecraft qui sont entièrement
l'ossature de ton jeu. Euh, euh, alors, en termes d'inspiration imaginaire, ouais, c'est que Lovecraft. Par contre, en termes d'inspiration de game design, là non. Enfin, j'ai mis ma petite liste là à côté, donc bon, il y a forcément Apocalypse World pour la mécanique de base pour le PBTA. Puis il y a Stealing Cthulhu. Alors Stealing Cthulhu, c'est un, je veux dire, c'est un essai de Graham Walmsley, le gars qui a écrit Cthulhu Dark, euh, et où il décortique complètement comment sont construites les nouvelles de Lovecraft et comment est-ce qu'on peut les réutiliser en jeu de rôle pour justement revenir à l'essence des nouvelles de Lovecraft et sortir des sentiers battus, quoi. Euh, il y a un jeu qui s'appelle Black Stars Rise, qui est un tout petit jeu trouvable, je pense même qu'il a été traduit en français, on peut le trouver facilement sur le net gratuitement, de Serge Latora et Adam Kubel, qui est un truc pour faire du Cthulhu, du Lovecraft, et ils utilisent déjà des cartes. C'est aussi pour pas mal jouer au pied levé. Il y a Tremulus, Sean Preston, qui est, je pense, c'est le jeu qui m'a fait mettre le doigt dans l'engrenage en fait, parce que c'est un PBTA qui s'inspire de l'appel de Cthulhu. Le souci, c'est qu'il fait de l'appel de Cthulhu en PBTA, et donc finalement, ça reste quand même de l'enquête, et je trouve que le jeu est un peu, comment dire, euh, les mécaniques ne sont pas très huilées, quoi. Il est un peu laborieux comme PBTA. Il y a Lovecraftesque, qui est un super jeu aussi, euh, qui est inspiré de Stealing Cthulhu, de Joshua Fox, donc Lovecraftesque. Libreté, à qui j'ai piqué honteusement le principe de la bille noire, et puis j'ai réutilisé autrement. Les Dungeon Starter comment? Mark Tygart, qui sont, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les Dungeon Starters, des espèces de, c'est des trucs en une page pour lancer des séances à Dungeon World avec des impressions, quelques menaces, une ou deux actions spécifiques et roule ma poule, quoi. Donc ça, je trouvais ça super bien. Et puis For the Queen aussi, quand même, pour la façon dont les questions orientées sont travaillées. Voilà. Et donc c'est une espèce ouais, d'agglomérat digéré de tout ça, quoi, qui, qui a donné naissance à Horrific. Moi j'ai une question, on parle un peu de mécanique, mine de rien, avec tout ça. Ce qui ressort, c'est que tu as fait un jeu qui te correspond et dont tu avais besoin finalement. Et pourquoi le PBTA, vu que tu recherchais cette expérience un peu classique avec un MJ, etc. Pourquoi le choix du PBTA finalement? Et pour aller plus loin, avant de répondre à la question, parce que le PBTA, il y a peut-être des gens, tout simplement, qui savent pas trop ce que c'est un jeu Power by the Apocalypse. Oui, Tout le c'est monde ça. n'est pas obligatoirement au courant de la mécanique Power by the Apocalypse, qu'on rentre parfois dans ce mot valise que sont les jeux narrativistes. Et donc, oui, pourquoi cette mécanique et qu'est-ce que cette mécanique a de particulier pour faire ton jeu, et en partant du principe que tout le monde ne sait pas obligatoirement ce qu'est de base le jeu Apocalypse World. D'accord, donc là tu veux que j'explique en deux mots ce que c'est un PBTA? Rapidement, et après les spécificités de ton jeu dessus, ouais. Ouais. Ok. C'est quoi Nous entend qu'il y a encore des gens qui viennent sur Jeux de Rôle Factory et qui ne savent pas ce que c'est que le PBTA. Mais Ça tu me sais que paraît j'ai eu des pas remarques régulièrement de gens qui disent parfois vous êtes un peu obscur, on aimerait savoir quoi. Ça C'est arrive vrai. toujours, hein. C'est Bah, faut aller voir notre vidéo sur les PBTA. Exactement. L'instant promo. Ok, Bon, ok. excuse-moi Fred. Non, non, mais ok, je vais tenter le coup. Oui, donc pour les gens qui verraient pas tout à fait ce que c'est que les jeux PBTA, donc Powered by the Apocalypse, sont des jeux qui sont dérivés d'un jeu qui s'appelle Apocalypse World de Vincent Baker, et où je dirais que, en gros, le moteur principal de ces jeux, pour moi, c'est on joue pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, il n'y a pas de scénario écrit à l'avance. Éventuellement, la MJ peut avoir préparé des, des, des obstacles, il appelle ça des fronts, donc comment des menaces vont évoluer, etc. Et puis, on va lâcher les joueurs là-dedans, et en fonction de leurs actions, eh bien, l'histoire va se dérouler petit à petit. Et
traditionnellement, mais il y en a qui utilisent des trucs qui se revendiquent PBTA et qui n'utilisent pas tout à fait cette mécanique, mais traditionnellement, pour résoudre des situations, euh, on va lancer 2d6, et si on fait 10 plus, la fiction va évoluer en faveur des joueurs, des joueuses. Si on fait 7-9, ça va plutôt évoluer dans leur sens, mais il y aura des complications. Si on fait 6 moins, ça va évoluer de manière catastrophique pour les joueurs et les joueuses. Euh, et je voulais dire autre chose. J'ajouterais en parallèle de ça que le maître de jeu doit suivre des objectifs, doit suivre des principes et a un arsenal d'actions qui sont grosso modo des petits déclencheurs comment dire, d'histoire, de fiction qu'il va suivre et qui vont lui permettre de coller au plus près du canon, on va dire, enfin, ludique et narratif que cherche à émuler le PBTA. Donc, par exemple, dans Apocalypse World, le but d'Apocalypse World, c'est de jouer une communauté après un apocalypse qui est défini lors de la partie, et de voir comment, dans cette communauté, les interactions entre les différents membres importants de la communauté vont évoluer pour créer de l'histoire et du drama. Dans d'autres... voilà. Et donc ici, là, les actions sont faites pour ça, et ici, dans Horrifique, les actions et les objectifs et principes du maître de jeu vont aller dans le sens de créer de l'horreur. Et là, je laisse la parole à Fred. Donc Oui, en c'est ça. gros, je résume juste. Donc pour résumer, les PBTA, ce sont des jeux qui se basent beaucoup sur l'improvisation, et la mécanique est censée être là pour t'aider à improviser et à rester dans le cadre qui a été dicté par le jeu. Et donc spécifiquement maintenant Horrifique, quels sont les outils, quelles sont les originalités par rapport à la mécanique classique d'Apocalypse World tu as insufflé dans ton jeu pour coller à ce que tu veux faire, c'est-à-dire des histoires d'horreur basées sur le monde de Lovecraft, enfin l'univers de Lovecraft. Et, alors, je dirais qu'il y a. Alors, donc déjà, les PBTA étant le contraire des jeux génériques, pour moi, parce que chaque fois qu'un jeu utilise ce moteur-là, il doit retravailler toutes les actions. Les actions génériques n'existent pas dans les PBTA. Donc, par exemple, donc dans Horrifique, il n'y a pas d'action. Dans Dungeon World, par exemple, qui est un autre PBTA qui émule les Dungeon Crawler, il y a une action qui s'appelle tailler en pièces. Ouais, moi j'allais dire tailler en pièces, hein, qui est faite pour, ben voilà, si je sors mon épée, je veux découper de l'or, je vais utiliser tailler en pièces. Il m'a semblé que chez Lovecraft, il n'y avait jamais ce genre de situation. Ça n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que les joueurs ne peuvent pas décider de le faire, mais par contre, ça ne va pas s'appeler tailler en pièces et ça ne va pas se résoudre de la même façon. Ici, il y a une action qui prend en compte toutes les actions physiques qui s'appelle prendre un risque. Et donc, si un joueur, une joueuse veut escalader un mur pour grimper au premier étage et passer par le balcon, il prend un risque. S'il fait 6 mois, il va se faire très mal. S'il veut utiliser une arme à feu, il prend un risque. Donc en fait, déjà, ça donne la couleur, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action de combat. Ça n'existe pas. Si tu combats, tu prends un risque, point. Et puis, il y a d'autres actions qui sont vraiment encore plus spécifiques. Il y a une action qui s'appelle seul face à l'horreur, qui se déclenche uniquement quand un personnage est seul, tout seul, face à une monstruosité, à une horreur. En général, c'est une action qui arrive en fin de partie. Euh, et puis, la façon dont les questions aussi sont orientées. Je pense à des questions comme. Je pense à des actions comme assembler les éléments, par exemple, où on va avoir des questions comme quel sombre lien y a-t-il entre tel et tel élément. Évidemment, à partir du moment où elle est orientée, la question, on dit sombre lien, on a envie de répondre derrière des choses pas cool, et donc ça participe de la plongée dans l'horreur. Donc la façon dont les actions sont travaillées, ça c'est une première chose. Après, il y a deux gros piliers de mécanique. Le premier gros pilier, c'est une horloge. C'est une horloge comme
une horloge qu'on peut avoir dans son salon, sauf qu'elle est posée sur la table. Et elle est découpée en 6 cadrans, donc de 0 à 3 heures, 3, 6, 6, 9, puis 10, 11, 12. Et cette horloge, elle va conditionner deux choses. Elle va conditionner le type d'éléments que les joueurs, les joueuses et le MJ vont pouvoir amener dans la fiction, c'est-à-dire à quel point ces éléments vont pouvoir être fantastiques, surnaturels ou pas. Plus on va avancer dans l'histoire, plus le surnaturel va pouvoir s'inviter à la table. Et à côté de ça, l'horloge va aussi conditionner la violence, la cruauté des actions dont dispose le MJ. Plus l'horloge va avancer, plus le MJ va avoir à disposition des outils pour faire mal. Avant 9 heures, tant que l'horloge n'a pas atteint 9 heures, c'est-à-dire pas avant la 4e scène, le MJ ne peut pas volontairement blesser ou tuer un PNJ. Et il ne peut volontairement blesser ou tuer un PJ qu'à partir de 12 heures. Avant ça, il ne peut pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Ça veut dire que normalement, s'il suit l'horloge, il ne peut pas le faire. Alors, je nuance ça parce que à ça viennent s'ajouter des points d'angoisse. En gros, c'est des jetons qui sont posés dans un bol au centre de la table. Et puis quand on se raconte des choses autour de la table, des éléments, quand quelqu'un amène des éléments, MJ, PJ, ou même moi-même, j'amène des trucs qui peuvent me faire flipper, qui peuvent me mettre mon personnage mal à l'aise, qui peuvent créer certains sentiments plutôt, je vais dire, sombres ou négatifs, ben, je vais pouvoir prendre 1 à 3 points d'angoisse. Et ces points, après, les joueurs, les joueuses vont pouvoir les réutiliser pour essayer de se dépasser, mais à leur risque et péril, parce que si on se dépasse, ben, des fois, il y a des dommages collatéraux. Et le MJ va pouvoir utiliser les points que lui, il va récolter pour enfreindre les règles. C'est-à-dire qu'il y a des règles pour enfreindre les règles. En gros, ça va lui permettre de mettre fin à une scène pour passer à la scène suivante, ça va lui permettre de faire une action alors que normalement il n'a pas le droit de le faire, ça va lui permettre d'augmenter la cruauté d'une action, donc d'aller puiser dans les actions plus cruelles que ce à quoi il a droit, ce qui amène donc des rebondissements, quoi, de l'inattendu. On n'est pas là où l'horloge garantit une progression de l'horreur et du surnaturel. Les points d'angoisse viennent pour mettre un peu de surprise dans tout ça et secouer un peu tout ça. Voilà. Je crois que c'est vraiment les trois axes les trois axes spécifiques au jeu, quoi. Ce que tu décris, c'est donc l'horloge, c'est donc une manière de séquencer ta partie, mais donc c'est une mécanique qui a l'air d'être très orientée pour le one-shot, en fait, de ce que je comprends, de ce que tu décris. Ouais. Oui, c'est un jeu qui est taillé pour le one-shot. On ne sortira pas de version pour jouer en campagne. Mais de nouveau, pour moi, c'est pour respecter le canon des nouvelles. Le matériau. Ouais. Ouais. Le matériau original c'est des nouvelles, quoi. Le plus gros truc qu'il a écrit, c'est Les Montagnes Hallucinées et Charles Dexter Ward, l'affaire Charles Dexter Ward, qui sont, oui, c'est des petits romans, quoi. Par contre, je suis en train de tester une façon de pouvoir faire des croisements entre les parties. C'est-à-dire que ça tisse qu'il y ait des éléments qui se répondent d'une partie à l'autre. Quand on va jouer, on va pouvoir faire des caméos, ou pouvoir faire des petits clins d'œil d'un élément qui serait récurrent d'une partie à l'autre. Mais par contre, ce ne sera pas une campagne, on ne va pas rejouer les mêmes personnages. Ce sont en général les personnages, quand ils sortent d'une partie d'horrifique, au mieux, ils sont morts. Donc, voilà. Et en général, c'est pas moi qui les tue. C'est les PJ eux-mêmes qui se mettent dans de sales draps. Mais voilà, c'est pas un jeu à campagne du tout. Il n'y a pas de système d'XP, par exemple. Il y en a pas. J'avais une petite question, tu parlais des points d'angoisse et du fait que les joueurs pouvaient les ajouter ou les miser sur leur jet. Du coup, est-ce que comme dans les jeux de Vincent Féasson, de Libreté et de Ville des Assiettes, tu as un côté succès excessif ou pas du tout? Ou tu as trouvé un autre moyen de les utiliser? Alors, Vivien Féasson, donc qui a fait Libreté. Non, j'ai pas repris le même principe que ce que fait Vivien Féasson, parce que ça ne s'inscrivait pas, je trouvais, dans le jeu. Mais on voulait quand même qu'il y ait un enjeu dans le fait de miser des points ou pas. Et donc on s'est un peu pris la tête avec Bastien, on a testé différents trucs, et puis on est tombé sur... non, c'est heureusement pris la tête.
Et puis, euh, et puis en fait, donc on joue. Les dés ont deux couleurs. Il y a un dé blanc et un dé noir. Quand on mise des points, on regarde le dé noir. Si le résultat du dé noir est inférieur ou égal au nombre de points qu'on a misé, et on peut en miser jusque 3, Ok. eh ben, le MJ inflige une conséquence qui peut être un état émotionnel, qui peut être obliger le personnage à contenir son effroi ou infliger une blessure. Donc il y a ce truc de dire ah, j'ai relâché mon stress, mais du coup, je le paye, Hmm. quoi. Et donc on peut réussir avec un 10 plus, donc Mais formidablement bien, mais quand même avoir Mais un s'en coup à sortir payer, avec une quoi. vilaine blessure. Voilà. super. Ce que normalement on n'est pas censé faire avant minuit. Mais voilà. Mais c'est au choix du joueur, de ce que tu décris. Ah Non, oui, c'est au choix du. C'est-à-dire bah, c'est le joueur qui décide de miser les points. Et Voilà. après, c'est le MJ qui décide de la conséquence si le dé a dit ah, il y a un problème. ce que je voulais mettre en avant sur ça, c'est que tu dis, ah, les personnages meurent beaucoup dans ce jeu. Ça sous-entendrait que, mon Dieu, c'est quoi ce jeu? Mon personnage va mourir, c'est quoi l'intérêt? Ce qui me semble très différent de l'appel de Cthulhu ou des autres jeux, c'est que c'est pas des jeux où il faut battre le scénar ou trouver donc le secret dans l'enquête. C'est quand même une histoire partagée avec certes un maître du jeu qui a un peu plus de pouvoir narratif, mais à la fin du jeu, ce sont les joueurs qui déterminent le destin de leur personnage et c'est eux qui choisissent s'il doit mourir, s'il devient fou, etc. Donc c'est pas du tout la même approche que dans Pas du tout. une partie de jeu de rôle classique. C'est quand même une histoire qu'on raconte tous ensemble, avec une fiction qui se crée tous ensemble, et le destin du personnage reste dans les mains du joueur qui décide selon sa logique où est-ce qu'il finit son histoire, quoi. Tout à fait. Tout à fait, parce que même donc le MJ ne peut pas tuer un personnage, c'est-à-dire il n'a pas le droit de tuer un personnage. Au mieux, il va pouvoir infliger une blessure. Et quand un personnage reçoit une blessure, son joueur, sa joueuse, choisit la blessure dans la liste. Donc il peut choisir je suis mort, mais il peut très bien choisir je suis entaillé. Voilà. Donc vraiment, je n'ai jamais tué de personnage, et pourtant j'en ai fait des dizaines et des dizaines de parties. Je n'ai jamais tué un seul personnage. Par contre, il y a plein de personnages qui sont morts. Mais c'est vraiment l'esprit du jeu, c'est de jouer, on appelle ça en play to lose, donc c'est jouer pour voir comment les choses vont mal se passer. Jouer pour voir comment les personnages vont plonger dans l'horreur, comment ils vont sombrer dans la déchéance, voilà. Et donc, pour ça, à un moment donné, je me suis dit, mais comment faire pour que ce soit pas juste un vœu pieux? Et bah, simplement, j'ai rédigé un agenda qui est commun à toute la table. Donc pas seulement à la personne qui mène la partie, mais bien à tout le monde, tous les participants. Et dans cet agenda, il y a jouer pour voir comment les personnages vont plonger inexorablement dans l'horreur. Euh, et collaborer pour créer un récit horrifique. Voilà, ça c'est vraiment les deux. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment les deux. Les deux piliers fixes. Les deux piliers, ouais, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. On va pas jouer pour être des héros. On va jouer pour jouer des gens qui vont se retrouver face à des trucs euh, trop grands pour eux. Et au moment où ils commencent à s'en rendre compte, c'est déjà trop tard. Là, ils sont sur la pente glissante et c'est parti, quoi. Donc c'est clair que si votre kiff, c'est d'aller euh, dézinguer du monstre et puis à la Thompson et à la dynamite, il faut pas jouer à horrifique. Ça vous plaira pas. Le mec qui vend son jeu. Non, c'est clair. Tu parles du coup, tu as dit qu'il n'y avait pas de points d'XP, donc il n'y a pas de système de progression des personnages. Mais j'imagine que pour traduire la plongée dans l'horreur, on a un système de, je vais dire, déliquescence, de dégradation, oui, c'est ça, de plonger dans des choses un peu horribles. Ouais, en fait, donc les personnages, ils ont deux jauges. Ils ont une jauge de blessure, mais qui est pas une jauge. C'est pas des jauges en fait, c'est des listes de blessures qu'on va pouvoir cocher dans l'ordre qu'on veut, en fonction de. Si je te dis, ben, tu prends une blessure, tu regardes dans la liste, il y a 6 blessures disponibles, tu vas dire, ah ben, je vais choisir celle-là. Si c'est cohérent avec la fiction, ben, c'est parti, tu vas raconter comment ça se passe, etc. Et il y a la même chose pour les moments où ton personnage subit des chocs émotionnels, quand il est confronté à des choses qui peuvent lui faire perdre son sang-froid.
il y a, il y a une action qui te fait cocher des réactions. Et donc il y a une liste, je ne sais plus, de 8. 8 réactions Oui. qui vont de je trouve une explication rationnelle, et donc on peut cocher ça. Non mais ça va, je trouve une explication rationnelle, vas-y raconte, c'est quoi l'explication que tu trouves au fait que tu entends depuis 3 nuits ces grattements dans le mur? Raconte, c'est quoi ton explication rationnelle? Mais une fois qu'elle est cochée, elle est plus disponible. Et donc la fois d'après, ton personnage ne pourra plus trouver une explication rationnelle. Tu devras choisir une autre réaction, par exemple, je nie la situation et je m'expose au danger. Ok, très bien. C'est quoi le danger? Comment tu t'exposes à ce danger? Fais voir un peu. Et puis il y en a une qui est cocher un état. Alors les états, c'est des états émotionnels qui vont infliger des malus. Tellement le personnage est stressé, ça va infliger des malus au personnage. L'idée, c'est de varier les réactions du personnage. Un personnage ne sera jamais hors jeu. Une fois qu'il a coché toutes les réactions, il décoche toutes les réactions et il peut rechoisir parmi la liste. L'idée, c'est bien, ça crée une mécanique d'attrition, puisque à un moment donné, ben, quand il me reste plus que 2 réactions que je voudrais m'enfuir, mais que je l'ai déjà coché, je ne peux pas m'enfuir. Et donc, comment est-ce que je réagis à cette menace qui est face à moi? Eh ben, je vais, ben voilà, bon, ben, il me reste nier la situation, m'exposer au danger. Ben voilà, je vais faire ça. Et donc, quelque part, ça laisse toujours le destin du personnage dans les mains de la personne qui le joue, mais il y a quand même un système d'attrition, quoi. Mais il n'y a pas ce truc, ah, mon personnage est devenu fou, je peux plus le jouer. Ça n'existe pas. Enfin, je trouvais que c'était pas du tout moteur de jeu, quoi. Ce n'est ni réaliste ni moteur de jeu. Donc, voilà. Il me semble qu'il y a pas mal d'éléments, parce que tu parlais de cartes dans le jeu, c'est que moi, ce que je suis assez sensible dans les jeux, tout ce qui est aide aux joueurs, aide aux MJ, parce que on a trop souvent ouvert des jeux de rôle qui vous expliquaient pas vraiment comment on jouait aux jeux de rôle. Et je me demandais s'il y avait ça dans ton livre. Est-ce qu'il y aurait un passage pour guider les MJ et les joueurs? Parce qu'il n'y a pas que les joueurs, il y a pas que les MJ qui doivent apprendre comment on joue aux jeux de rôle. Et si oui, quels sont donc les outils que tu as pour aider les joueurs à créer des histoires, des aventures? Il me semble bien qu'il y a des cartes qui permettent ça. Et donc, est-ce que tu peux plus développer ce détail? Ouais. Ouais. Alors, déjà, le jeu, juste la mécanique pour les gens qui ont bien l'habitude de jouer des PPTA et qui savent lire entre les lignes. euh, la mécanique du jeu, je pense qu'elle doit tenir en quoi? 10 pages? Un truc comme ça? Quelque chose comme ça. À peu près 10 15 pages. Là, le livret sur lequel on bosse, je veux dire, on l'a voulu didactique, donc il y a plein d'exemples, il y a plein d'explications on voulait prendre les gens par la main, quoi. À mon On avis, a on sera complètement plutôt, explosé le on a signage, ouais. complètement exposé le signage et je pense qu'on sera plutôt à 140 pages. Voilà. Pour le livret, parce que le livret, il dit juste comment on utilise le matériel. C'est pas le matériel, le livret. À côté de ça, il y a effectivement plein de cartes. Quand on commence une partie d'horrifique, on va d'abord choisir entre 6 archétypes de mystère. Donc ça, les archétypes de mystère, ils seront normalement au format A5, recto verso, et ces archétypes de mystère, donc il y a par exemple, il y en a un qui s'appelle le lieu maudit, il y en a un qui s'appelle un cas inquiétant qui tourne autour de ce qui arrive à un des proches des PJ. Il va y avoir l'abominable chose où le mystère s'oriente autour d'un objet étrange et bizarre. Et puis, donc, les participants choisissent quel archétype de mystère ils vont jouer parmi les 6. Et puis, ils vont déterminer le cadre dans lequel ça se passe. Là aussi, c'est des cartes au format tarot. Pareil, les cadres, c'est des cadres typiques des nouvelles de Lovecraft. Donc, il y a le village isolé, il y a la métropole, il y a la contrée lointaine, il y a le petit bourg tranquille. Enfin, voilà, toute une série de choses comme ça. Et sur ces 2 types de cartes, il y a plein de questions qui sont des questions orientées. Euh, euh, et ces questions vont être aussi conditionnées par les types de personnages que les joueurs, les joueuses vont choisir. Donc, en gros, euh,
suivant le mystère que je vais choisir, le cadre que je vais choisir, le caractère que je vais choisir à mon personnage et l'occupation que je vais choisir à mon personnage, on va pas me poser les mêmes questions en début de partie. Je vais pas répondre au même truc. Donc tout ça, ça balise vraiment toute la mise en place. Et dès la mise en place, en fait, dès le début, dès le moment où on tire le mystère et on commence à répondre aux premières questions, on joue tout de suite, quoi. On n'attend pas d'avoir fait une mise en place pendant 1 heure avant de jouer. Dès le début, les participants et les participantes sont amenés à amener des éléments, etc. Et sur les cartes cadres, il y a aussi toutes des suggestions d'impression, donc d'ambiance, de description. Il y a des lieux, des propositions de lieux, des propositions de menaces pour chaque cadre. Et à côté de ça, il y a un gros paquet de cartes qui sont les cartes étrangetés. Et sur chaque carte étrangeté, c'est des cartes qui servent à relancer l'inspiration quand on n'en a pas ou quand on a envie de se laisser surprendre. Et sur chaque carte, il y a 6 entrées. Donc il y a une chose, il y a un exemple de chose, un exemple de comportement, une bizarrerie. Enfin voilà, toute une série de perceptions, sensations qui sont vraiment des cartes, un peu comme on pourrait utiliser des tables aléatoires en fait. Voilà, je pense qu'il doit y avoir entre 20 et 25 cartes avec 6 entrées chacune. Et donc ce jeu, je dis souvent, c'est un peu des briques Lego, quoi. On prend les cadres, on prend les personnages, enfin les deux composantes du personnage, son caractère, son occupation, les étrangetés, et tout ça, à chaque fois, ça crée des histoires complètement différentes. Moi, c'est pour ça que je- je- alors que j'ai fait vraiment des dizaines et des dizaines de parties, j'ai jamais eu 2 fois la même partie, quoi. Jamais 2 fois, parce que les combinaisons varient, les joueurs changent, amènent des autres éléments et s'envoient les histoires dans des directions différentes, quoi. Et si les parties ne sont jamais les mêmes, par contre, le fait d'avoir associé des questions qui sont sur le mystère, qui sont associées aux occupations et aux caractères de personnages qui sont présents autour de la table, eh bien, on s'assure que ce qu'on va jouer va mettre les personnages qui ont été créés par les joueuses, que ces personnages seront vraiment au cœur du mystère, au cœur de l'horreur. Et donc, on est vraiment sur quelque chose. Euh, Comment dire? Oui, enfin voilà, on est sûr que ce qu'on va jouer, ce sera intéressant pour tout le monde autour de la table. C'est pas que centré autour de l'histoire, c'est aussi centré autour des personnages du coup. Ouais. Ce qui est Oui, une complètement. composante du PPTA. Ok. Ouais, ouais, ça c'est vraiment une chose que je voulais, parce que voilà, ça fait un moment que je fais du jeu de rôle et effectivement, la question de la motivation des personnages à rentrer dans une histoire, ben quand c'est mal fait, c'est pas gai, quoi. C'est pas chouette. Enfin, on traîne un peu les pieds pour se dire, ah, allez, je vais faire le scénario. Mais bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que les personnages, contrairement à d'autres PBTA, dans la plupart des PBTA, en fait, il y a un livret qui reprend tout le personnage et dans lequel on fait des choix. Ici, le personnage est la combinaison entre un caractère et une occupation. L'occupation, c'est en gros, c'est quoi sa fonction sociale, hein, c'est quoi son métier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Le caractère, c'est qu'est-ce qui pousse le personnage à aller mettre les pieds là où il ne devrait pas. Euh, et donc, je voulais que ça fasse partie vraiment de la mécanique et que ça intervienne dans la mise en place aussi. C'est-à-dire, on ne se pose pas la question, ouais, mais attends, pourquoi je fais ça? On y répond tout de suite, en fait. Il y a toute une série de questions, y compris les liens qui sont créés entre les personnages, qui font qu'on ne se pose plus la question. C'est juste évident. Oui, c'est pas des personnages qui se retrouvent là alors qu'ils ont rien à y faire quoi. Non. Comme on peut beaucoup retrouver dans Cthulhu et l'appel de Cthulhu, oui, mais ok, mais qu'est-ce que tu fais à suivre ce mystère finalement? Qu'est-ce que tu fais dans cette enquête ou qu'est-ce que tu es allé faire dans cette galère finalement? Enfin, disons que dans l'appel de Toulouse, tu peux avoir des réponses à ça, mais ça demande un travail supplémentaire par le MJ, et je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises, mais que l'appel de Cthulhu t'aide beaucoup dans le livre de base pour aider à cette introduction dans l'aventure des différents investigateurs, quoi. Et peut-être j'ai pas été assez clair là-dessus, mais donc il s'agit bien de mystères émergents, ce qui veut dire que même la personne qui mène la partie ne connaît pas les tenants et les aboutissants du mystère. Elle va les découvrir au fur et à mesure avec les joueurs, les joueuses. Donc il va petit à petit échafauder des hypothèses jusqu'à arriver à la révélation finale qui va pouvoir balancer
aux autres participantes. Et pour garantir une cohérence, pour aider aussi la personne qui mène à structurer son récit et à tisser les fils, les liens entre tous les éléments. Donc j'ai mis en place une feuille de notes et j'explique dans le livret comment noter les éléments au fur et à mesure qu'ils sont amenés, comment les cocher, comment les réutiliser, etc. De manière à créer vraiment une impression de cohérence tout au long de la partie. Donc, parce que je sais moi-même qu'au début, quand on m'a dit il y a moyen d'improviser des récits type enquête, même si ici ce ne sont pas des enquêtes, mais il y a quand même quelque chose qui se découvre au fur et à mesure et qui à la fin doit créer quand même une cohérence. En improvisation, eh ben, en fait, si c'est possible. Enfin, je sais que Matt, toi, ça t'est déjà arrivé de faire ce genre de truc. Et c'est très, très, non seulement c'est possible, mais c'est très, très agréable à faire, en fait, de découvrir et d'avoir un coup d'avance sur les joueurs, mais juste un, pas 10, juste un. Et c'est très, très agréable, voilà. Et ça participe aussi des outils donc, que j'ai essayé de mettre en place pour aider les personnes qui jouent à Horrific à créer un récit, quoi. On a parlé pas mal de systèmes, on a parlé des particularités. Vu qu'on a Bastien, qu'on a Acritarch, j'ai pas mal de questions moi, sur le processus de création, les différentes étapes qui ont eu lieu. Quel a été aussi ton apport en tant qu'éditeur? Quel a été votre lien à tous les deux? Globalement, un peu comment vous avez fonctionné et pour la question d'après, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, mon apport d'éditeur, il est double. Il y a un apport en termes de game design, c'est-à-dire que quand moi je découvre la version de Fred, euh, euh, enfin plutôt la version de Fred que je découvre était très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait déjà les briques que j'appellerais élémentaires, ce que j'appellerais vraiment le tronc, les bases, elles étaient là. Hein, l'horloge de l'horreur était là, la découpe du ton qu'on pouvait utiliser, c'était là. Au niveau des actions de MJ, elles étaient déjà esquissées. Je veux dire, on les a peaufinées en termes de la manière dont on pose les questions et dont on amène vraiment, dont on oriente les questions pour que vraiment elles amènent plus d'horreur. Mais grosso modo, tout ça était déjà là. Moi, j'ai amené deux choses. J'ai amené une volonté de modularité dans Horrific de manière à justement pouvoir augmenter la rejouabilité. Donc, quand moi je découvre Horrific, il n'y a pas encore la dualité mystère plus cadre. On part sur des Dungeon Starter à l'époque, l'équivalent de Dungeon Starter, mais pour Horrific. Euh, et, euh, et donc ça, ben voilà, ça c'est une des choses en termes de game design que j'ai proposé à Fred, qui a tout de suite embrayé. Je veux dire, j'ai pas eu besoin de chercher à le convaincre dès que je lui dis, mais pourquoi tu fais des Dungeon Starter, pourquoi tu ne séparerais pas ça en briques élémentaires qui seraient plus modulables, et je pense que 15 jours plus tard, il me téléphone en me disant, il y a des mystères, il y a des cadres, il faut que tu viennes voir ça, etc. Bon, bref. Euh, et puis alors, donc ça c'est un premier aspect. Puis alors le deuxième aspect, on parlera enfin, vraiment de gros trucs d'éditeurs après. Et le deuxième aspect, ça a été de peaufiner, de tailler vraiment comme des pierres précieuses enfin, chacune des phrases, chacune des questions qui sont dans le matériel de jeu, hein, et donc qui vont être dans les cadres, dans les mystères, qui vont être dans les cartes occupation, etc. On a retravaillé tout ça vraiment avec Fred. Même chose pour les actions des joueurs, la manière dont on libelle les choses, vraiment pour complètement, tout le temps, totalement, tout le temps immerger le meneur ou la meneuse et les joueuses dans l'horreur Lovecraftienne et dans le canon Lovecraftien. Et avoir des choses qui soient orientées pour être sûr qu'on arrive vraiment à avoir ce canon littéraire, comment dire, que Fred maîtrise à la perfection, bien plus que moi. Mais voilà, tout ce travail-là, ça a été fait ensemble, et pour moi, c'était vraiment indispensable. Et voilà. Et puis alors, à côté de ça, j'ai amené des trucs d'éditeurs.
Voilà, mais bon, je veux dire, ça on en parlera probablement dans la suite de l'émission, quoi. Mais dans le jeu, voilà ce que moi j'ai amené comme éditeur. Donc vraiment une révision à la fois de game design et allez, on va dire de copywriting, quoi. Voilà. Ouais, sur les formulations aussi, quand même, beaucoup. Je trouve. C'est-à-dire que je pense que Bastien a une espèce de radar pour identifier quand une phrase ne dit pas tout à fait ce qu'on voudrait qu'elle dise. Or, dans les PBTA, je trouve la façon dont les phrases sont formulées, c'est super important, quoi. Je veux dire, c'est vraiment parce que c'est vraiment des jeux à jouer by the book. Le côté, la règle d'or, c'est si une règle te plaît pas, tu la jartes. Dans un PBTA, il faut absolument jamais faire ça. Jamais. Sinon, on risque juste de détruire l'expérience de jeu complètement. Enfin, c'est pas juste un petit arrangement. On risque de mettre l'expérience de jeu par terre. Et je trouve que Bastien m'a beaucoup aidé à clarifier aussi des formulations, de dire un. Là, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je veux faire ça. Ouais, mais là, ta phrase, elle dit ça. Ah ouais, ok. Voilà. Ça a l'air de rien, mais je trouve que ça participe de ce qu'il disait pour aiguiser les choses, quoi. Mais dans l'édition, on parle aussi de la manière dont vous avez décidé hop, je reprends. Mais donc, l'édition, on parle aussi de la manière dont vous avez décidé de commercialiser le livre, et je crois comprendre que donc c'est un Kickstarter que vous choisissez, un financement participatif. Et donc, quelles sont les dates de ce financement participatif? À quoi on doit s'attendre en stretch goal, ce genre de choses? Comment ça va Donc, s'organiser? donc on va faire un financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop. On avait prévu de le faire début avril, mais malheureusement, je vais devoir être opéré du poignet. Et donc, je vais rester 6 à 8 semaines dans le plâtre. Et donc, on a décidé de reporter ça fin avril, quand j'aurai probablement récupéré de mon opération. On a une date, comment dire, sur notre calendrier avec Fred, mais voilà, tant que je n'ai pas tout validé le processus avec Game on Tabletop, et en parallèle avec ça, aussi le travail avec l'illustrateur, parce que nous avons mis un certain temps à trouver un illustrateur qui arrive à satisfaire euh, notre double exigence à ce niveau-là, et ça n'a pas été facile. Euh, mais donc voilà, ce sera Michel Dinuzio, c'est un ami qui est illustrateur, qui fait aussi de la BD, qui est aussi plasticien et qui a vraiment des qualités assez extraordinaires et que je vais voir pour travailler avec lui et le mettre justement là-dessus vendredi. Et donc voilà, donc on a besoin euh, de ces illustrations évidemment pour pouvoir lancer le financement participatif. Et puis alors on continue d'avancer aussi sur la mise en page du livre dans lequel il y aura une partie du livre qui sera un peu gamifiée comme ça, puisque on va avoir, en plus du texte dans le livre, on va avoir des écritures un peu folles dans les marges du livre qui racontent des histoires et chaque lecteur pourra s'amuser à reconstituer ces histoires. Mais bon, voilà, vous verrez tout ça lors du financement participatif. Donc ce sera sur Game on Tabletop, ce sera probablement fin avril, d'ici un gros mois, on va dire. Et puis alors aussi, ce qu'on n'a pas encore dit jusqu'ici, c'est que le jeu sera dans une boîte. Donc on n'a pas un livre, c'est une boîte avec plein d'aides de jeu. Donc ça, on l'avait dit, hein, qu'il y avait des aides de jeu sous la forme de carton A5. Il va y avoir des cartes de différents formats. Et donc voilà, ça sera une belle boîte. Voilà. Donc Ouais, il y aura l'horloge aussi dans la boîte. Ouais. Enfin voilà. Il y a du Il y matériel. aura du matos. Ouais, il y aura du matos. Donc on peut s'attendre à des stretch goals du genre augmenter la qualité des papiers ou de l'horloge, ajouter plus de cartes, des événements spéciaux ou que sais-je, des lieux spéciaux, Donc, ce genre de choses. dans les stretch goals qu'on a prévus, c'est un écran
qui sera un triple A5 panoramique. On a prévu Écran. aussi, voilà, un écran, ouais. Voilà, Écran. voilà. Pas le genre d'écran qui vous empêche de voir vos joueurs, quoi. On a aussi prévu des jeux de cartes supplémentaires avec des portraits. Parce que c'est quelque chose que on trouve super intéressant dans une partie, plutôt que de passer 10 minutes à décrire des personnages. Ben hop, on prend un portrait où on sort trois quatre portraits, on lui dit ah ben voilà, l'homme que vous avez vu dans la ruelle sombre, c'est lequel des quatre. Et en fonction de celui qu'on va pêcher, ben évidemment ça va changer le truc. Et donc l'idée c'est d'avoir des cartes recto verso, recto un personnage plutôt genré masculin et verso un personnage plutôt genré féminin. Et de manière à ce que vraiment voilà, on ait des aides de jeu comme ça. On a prévu aussi des jetons d'angoisse en bave de larves de Cthulhu, comment dire, solidifiées. Ça c'est pour évidemment c'est pour faire la peau de dragon. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore prévu d'autre? C'est déjà pas mal. Une aide de jeu pour jouer à d'autres époques aussi. Ouais. D'autres Voilà. époques que l'époque canon. Voilà. On en a Voilà. pas parlé, c'est laquelle l'époque canon? En général, eh ben, écoute, dans le livre de règles, apparemment, ce que l'auteur dit, c'est que ça se joue entre 1890 et 1935. Ok. Voilà. Et par rapport à ça, j'ai pas mal réfléchi. Alors déjà, je suis pas du tout historien, c'est pas du tout mon truc. Or, ça m'a jamais empêché de mener des histoires dans ces périodes-là. En fait, on n'a pas fait de contexte historique en détail, mais on s'est dit en quoi jouer à cette époque, c'est intéressant pour créer des histoires horrifiques, en fait. Et donc voilà, on a déterminé quelques lignes, quelques pistes qui permettent aux gens qui font jouer au jeu de savoir où il faut appuyer pour que ça fasse mal, en fait. Comment est-ce qu'on utilise les éléments de cette époque-là pour raconter des histoires horrifiques. Et après, si les participants, les participantes ont envie d'ajouter du crunch historique parce que c'est leur kiff, le jeu le supporte très très bien et allez-y, quoi. Tu sais, t'as deux règles qui marchent très bien. Pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. Tout de suite, tu sais, les gens sont ostracisés Ouais, c'est ça, et vivent beaucoup ouais, plus. C'est- tout à fait. Ouais, les communications, les moyens de transport et puis les moyens d'éclairage aussi. Ouais. Et, Et puis et aussi, les bougies et les lampes à huile, Mm. et aussi Voilà. le contexte social, parce que l'horreur peut naître dans ce genre d'époque, et d'ailleurs dans des nouvelles de Lovecraft, ça naît comme ça, comment dire, le décalage entre ce que l'horreur fait vivre aux personnages et, par exemple, la bienséance de l'époque. Donc voilà, on le retrouve chez Lovecraft, on le retrouve aussi très très fortement chez Edgar Allan Poe, et donc voilà, ça on l'a mis un petit peu dans le contexte, mais comme l'a dit Fred, on n'avait pas du tout envie d'écrire 4 pages sur comment on taille un sabot pour expliquer pourquoi les gens dans la campagne ils avaient toujours des sabots aux pieds, quoi, tu vois, voilà. Est-ce qu'il y a une durée à ce financement participatif ou c'est encore un peu flou? Alors, on n'a Yes. pas encore totalement arrêté. Ce qui est sûr, c'est que ce sera probablement euh, entre 2 et 4 semaines. Mais voilà, comment dire, on a arrêté un prix pour la boîte. On a déterminé notre objectif. Je suis en train de travailler justement sur la fixation des stretch goals, etc. Mais à l'heure actuelle, d'ailleurs, comment dire, moi j'ai contacté la Game on Tabletop puisque moi j'ai plutôt toujours fonctionné avec Ulule avant, mais ici on avait vraiment la volonté de travailler avec Game on Tabletop, plein de raisons qu'on peut expliquer si on veut. Euh, et donc j'ai une démonstration des particularités de la comment dire de la plateforme ce jeudi. Et donc à partir de jeudi, j'aurai des idées beaucoup plus concrètes sur comment ça peut se passer et ce qu'on peut financer. Par exemple, enfin, est-ce qu'on peut prévoir, anticiper. Et par exemple, une des raisons pour lesquelles on était intéressé de travailler sur
avec Game on Tabletop, c'est qu'ils peuvent se charger de la logistique post-campagne, et ça pour nous c'était assez intéressant, quoi. Voilà. Ok. Alors moi je voulais revenir sur quelque chose. Quand Bastien, tu me parles de... Vous faites pas dans l'historique, mais quand Fred me dit ça peut jouer entre 1890 et 1935, pour moi il y a quand même un élément difficilement évitable qui couvre bien cette période de 1890 à 1935, c'est-à-dire en gros la colonisation et tous les travers que cette dernière a pu avoir. C'est que dans l'œuvre de Lovecraft, faut pas se leurrer, il y a énormément de biais racistes, très forts. Et donc je me demandais, lorsqu'on décide de faire un jeu horrifique dans cette période-là, avec les canons de Lovecraft, comment on gère ce détail que je trouve un peu lourd en filigrane derrière ce genre d'œuvre. C'est Sébastien qui répond? Comme vous voulez, comme vous voulez. Bon, moi je peux répondre. Donc en fait, c'est une Enfin, question. fais-moi un blanc s'il te plaît, parce que pour couper ça va être... Quand tu veux. Donc en fait, c'est une question que Fred s'est posée très rapidement quand il s'est agi d'éditer le jeu. Et donc, c'est vrai il y a beaucoup réfléchi de son côté. Moi, j'en ai un petit peu parlé avec lui, mais c'est le gros de la réflexion est venu de chez lui. On s'est posé la question, est-ce qu'on met des choses dans le game design pour éviter que ou pas? Et puis à un moment donné, il s'est dit, ben, en fait, comment dire, la plupart des gens qui vont jouer à Horrific sont quand même des gens relativement matures, ne fût-ce que parce que le jeu est un jeu en Play Toulouse, donc ça demande une certaine forme de maturité. Et donc il s'est dit, ben, les gens sont capables, devraient être capables de gérer cet aspect-là. Et donc en fait, on propose un encart dans lequel il y a deux manières d'aborder le sujet. Soit on aborde en effet le racisme, la misogynie, comment dire, la pression sociale comme étant, faisant partie du carcan historique, et justement l'horreur va permettre aussi soit de jouer là-dessus, soit de le faire éclater, hein, puisqu'on l'a dit tantôt, hein, ce carcan social, c'est quelque chose qui peut être générateur d'horreur. Ou alors on dit, ben non, on fait comme si... on se met d'accord entre joueurs et joueuses autour de la table pour dire, ben non, le racisme, la misogynie et tout ça, on ne le nie pas, mais on ne le joue pas, quoi. Voilà. Et donc on peut à ce moment-là jouer des professeurs, des professeurs d'université qui sont des femmes de couleur. Et ça ne dérange personne. Voilà. À côté de ça, comme on est quand même aussi dans un jeu horrifique et qui donc va potentiellement aller relativement loin dans qui peut aller loin dans les thèmes et dans la rudesse des thèmes qui sont abordés, on a aussi tout un passage sur l'utilisation d'outils de sécurité émotionnelle. Et là on fait référence aux outils qui existent. Hein, inutile de réinventer la roue, il y a des outils très bien écrits, très efficaces, qui font le travail. Et donc, notre sentiment avec Fred, c'est que l'un et l'autre, cet encart plus la mise à disposition d'outils de sécurité émotionnelle, eh bien, ça devrait suffire à pouvoir gérer ces aspects les plus problématiques de l'œuvre de Lovecraft de manière satisfaisante pour tout le monde autour de la table de jeu. Sachant que moi, il y a des nouvelles de Lovecraft que j'ai simplement pas pu terminer, en fait. J'ai lu 5-6 pages et j'ai fait non, mais celle-là, je la lis pas, quoi. Horreur à Red Hook, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. L'appel de Cthulhu, c'est compliqué au début quand même aussi. L'appel de Cthulhu, il y a certains passages qui sont vraiment très problématiques, quoi. Ouais. Mais même pour l'époque, hein, je pense. Même pour l'époque. Ah oui, il était ouvertement raciste et antisémite. Hein. Et et d'ailleurs, on le dit. Dans l'encart, on le dit. C'est quelque chose qu'on ne nie pas du tout. Et c'est vrai qu'à l'époque où on se dit toujours, faut-il dissocier l'auteur de son œuvre, c'est clair que Lovecraft, à ce niveau-là, est un auteur très problématique.
Moi, j'ai envie de parler peut-être un peu à Bastien, l'aspect un peu promotionnel, parce que le financement participatif, c'est un modèle particulier. Ça demande quand même pas mal de, je vais dire publicité, mais de promotion. Il faut réussir à faire parler du jeu parce que l'objectif c'est quand même assez court, entre 2 et 4 semaines pour atteindre un certain seuil d'argent. Comment on fait en fait pour en faire parler de ce jeu, hormis venir sur JDR Factory? Comment on fait, comment ça s'organise cette petite, s'il y a une campagne, s'il y a une stratégie? Alors, c'est clairement pas l'aspect du rôle d'éditeur dans lequel j'excelle le plus. Donc, ben, en fait, ça fait déjà longtemps qu'on parle d'horrifique à gauche et à droite, hein, qu'on parle du travail qu'on fait dessus, qu'on fait comment dire, des parties démo, beaucoup plus Fred que moi, mais bon, j'en ai fait quelques-unes aussi. Je dirais que je suis un très bon ambassadeur d'horrifique parce que je suis à la base un mauvais maître de jeu de rôle d'horreur. C'est un genre comment dire, dans lequel je suis pas à l'aise en termes de maîtrise de jeu de rôle. Et avec Horrific, bah, j'arrive à sortir des choses potables. Donc, je pense que le jeu, il fait bien ce qu'il est prévu pour faire. Et c'est pas juste de la flagornerie d'éditeur qui essaye de vendre sa cave. Euh, à côté de ça, bah, on a le Discord de Horrific sur lequel on a déjà une communauté avec vraiment une base de fans. Je veux dire, qui est assez extraordinaire et qui est mobilisable. Et puis alors, on a recensé un certain nombre d'influenceurs chez lesquels on voudrait passer. Donc, par exemple, des gens assez extraordinaires comme Jeux de Roll Factory, mais d'autres aussi. Et ce qui est intéressant, enfin moi c'est un exercice que j'aime bien parce que comme on le fait toujours un petit peu à l'impro, etc., et que les questions, bah oui, il y a des questions qui reviennent un petit peu d'un côté et de l'autre, mais il y a aussi toujours des questions un peu particulières de chaque côté, donc c'est intéressant. Moi, c'est un exercice que j'aime encore bien. Et puis alors, comment dire, on va aussi avoir des relais par rapport à d'autres, comment dire, d'autres financements participatifs dans le jeu de rôle ou pas nécessairement dans le jeu de rôle, liés autour du monde de Lovecraft ou pas, de manière à relayer un petit peu le produit. Et puis, bah, il va falloir aussi enfin, voilà, que je m'investisse et que Fred aussi s'investisse dans le fait d'aller discuter un peu plus sur les forums, etc. Et voilà. Maintenant, bon, on n'oublie pas non plus que la campagne de financement participatif est en elle-même aussi une campagne de communication. Et c'est clair qu'à ce moment-là, comment dire, on aura une communication qui sera plus intense et qu'on est en train de structurer à l'heure actuelle, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des actual plays prévus avec la version un peu définitive du jeu? Parce que j'imagine que depuis 21 mois que vous êtes passé sur JDR Factory, ça a beaucoup bougé. Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Oui, il y a des choses de prévues. Maintenant, là, en fait, avec Fred, notre volonté, c'est d'avoir des actual plays, mais qui ne soient pas nécessairement menés par Fred. Alors, on a prévu d'aller chez 210 plus cool, hein, chez notre ami Volsung, parce qu'il a un format qui est intéressant où on fait une toute petite interview d'un quart d'heure et puis on fait un petit actual play 1 heure et demie. Donc ça, c'est vraiment très très chouette pour découvrir le truc. Moi, j'ai fait ça pour Impitoyable Bourgade avec lui et franchement, c'était très très chouette. Ça a permis de bien booster la campagne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait bien placer pendant la campagne. Et donc, on est en discussion avec lui là maintenant pour trouver une date. Voilà, on aurait bien aimé aussi que d'autres auteurs s'emparent du matériel qui est disponible, du matériel démo qui est disponible sur le Discord de Horrific pour faire des actual plays. On a contacté Sandro des Voix d'Altaride. Alors c'est pas lui qui mènera, mais il a des copains qui voudraient bien mener. On a aussi approché Pilule Rouge. Donc pour faire un actual play. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se décante. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin, je veux dire, comme d'habitude, souvent avec le monde du jeu de rôle, on est toujours plutôt agréablement surpris de l'accueil que l'on a auprès des gens qui font la promotion du hobby. Et je pense que c'est un des avantages d'être dans un hobby
comment dire, de fans et de gens passionnés par ce hobby de niche qui est le nôtre, c'est que ils sont souvent toujours partants pour des trucs un peu fous. Voilà. J'ai une avant-dernière question. On a parlé de Discord, on a parlé de communauté en ligne. Avec le confinement, on a quand même eu pas mal de jeux en ligne. Est-ce qu'il va y avoir un format virtuel prévu, du PDF, ou est-ce que ça va être que du physique? Vu que c'est pensé sous forme de boîte, est-ce qu'on va avoir du matériel finalement pour jouer en ligne? Alors, il y aura tout le matériel sera disponible aussi en virtuel, donc en PDF pour la campagne de financement participatif. Donc, ceux qui ne veulent pas, comment dire, une boîte, ils peuvent avoir les PDF, il n'y a pas de problème. Et puis alors, on va avec Fred, enfin, c'est Fred surtout qui va le faire. Donc, Fred va faire un tableau Miro qui mettra à disposition euh, des soutiens du financement participatif. Et lors de notre dernière session de travail vendredi de la semaine dernière, on s'est dit que ce serait aussi intéressant de contacter des plateformes de jeux de rôle en ligne pour voir avec eux si il y aurait moyen d'intégrer un template horrifique. Mais pour le moment, ce n'est encore qu'une idée. D'accord? On Ça. ne promet rien. Voilà. Oui. Voilà. Mais par contre, le template Miro, oui, il y aura, puisqu'il y en a déjà un pour la version démo qui est dispo. Il me semblait. Il faudra tout refaire avec les nouveaux designs et tout ça, mais oui, C'est bien. c'est simple. Et puis, effectivement, moi, ça m'a permis de faire plein de parties en ligne, d'avoir le matériel à disposition, les cartes, les trucs. Et Miro fait ça très très bien. Donc, après, c'est clair, si on peut avoir sur d'autres supports, type Let's Roll ou des choses comme ça, ce serait top, quoi. Mais ça, il faut qu'on prospecte, quoi. Sauf si Matt a une dernière question. Moi, j'ai une question pour le mot de la fin. Bah vas-y, je Pour t'écoute. vous deux. Quel est le mot de la fin, Axel? Pourquoi Tic on l'achète-t-on, horrifique? Bah, parce que c'est bien. Je sais pas, Bastien répond. Ouais, je peux pas répondre à cette question. Je pense que on achète Horrifique parce que ce sera un bel objet. Je pense que c'est un jeu de rôle qui sera agréable à lire. Et je pense surtout que on l'achète parce que Horrifique, c'est la promesse de vraies parties horrifiques de jeux de rôle. Et que c'est un genre qui est en fait sous-représenté dans notre hobby, parce que le vrai jeu de rôle horrifique, finalement, il n'est pas si fréquent que ça. On va trouver parfois l'horreur dans le jeu de rôle comme étant un sous-genre ou un genre accolé à d'autres genres dans des jeux de rôle. Mais le vrai jeu de rôle d'horreur, il y en a quand même pas tant que ça. Et une fois qu'on a enlevé chill culte, il reste plus grand chose, quoi. Donc je pense que le fait d'avoir un jeu de rôle d'horreur avec comment dire, un game design moderne et qui est vraiment euh, taillé et bichonné pour qu'il fasse ce qu'on a besoin de faire dans un jeu de rôle d'horreur, je pense que ça, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être découvert. Voilà. Et puis, j'ajouterais juste que c'est vraiment un jeu parfait pour jouer sur le pouce, quoi. C'est du plug and play, donc. Et il y a un autre élément, c'est que on travaille pas avec des artistes chinois, on travaille pas avec des imprimeurs chinois, et on travaille avec des imprimeurs de chez nous, on travaille avec des artistes de chez nous, et donc tout ça, ça sent bon la frite, le houblon et la bonne bière. Parfait. J'ajouterais moi une dernière chose, c'est que pour avoir pas mal joué à l'appel de Cthulhu, pas mal joué à Gumshoe, Cthulhu, Trial of Cthulhu, et donc avoir joué quand même un petit peu quelques parties d'horrifique, ça ne fait pas double emploi. Et ça peut être dans votre étagère de jeux inspirés par Lovecraft sans être la même chose. Et vous pouvez jouer et continuer de jouer à ces 3 jeux et avoir 3 expériences de jeu différentes. Merci à vous deux d'être venus nous parler d'horrifique. Merci. Merci à vous de nous avoir Merci à accueillis. vous. C'était très très chouette. On en a encore appris parce qu'on avait déjà mine de rien parlé avec Fred qui était déjà venu, mais on a appris encore beaucoup de choses. Merci à vous
viewers et regardeurs, pour les francophones, de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller découvrir, on mettra évidemment pas mal de liens que vont nous fournir Fred et Bastien. Le Discord est hyper actif, très agréable, il y a une vraie communauté très cool aussi. Donc ça peut aussi être un bon biais avant le Game On Tabletop. Donc n'hésitez pas. Merci, à bientôt sur JDR Factory. Ciao. Bye bye.